C'était un diplomate marocain du XVIe siècle, un voyageur et un enseignant passionné par la langue, la poésie et l'éloquence. Originaire de la vallée du Dra, il avait été chargé en 1590 par le sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahbi d'une ambassade à Constantinople, actuelle Istanbul, pendant le règne du sultan ottoman Mourad III. À la suite de cette mission, il a rédigé une célèbre relation de voyage intitulée Al-Nafha al-Meskiya fi as-Safara at-Turkiya, qu'on pourrait traduire par le livre de la brise musquée autour de l'ambassade en Turquie. Il s'agit d'Abul Hassan Ali ben Mohammed al-Jazouli al-Bakri al-Tara'i al-Tsamgrouti. Sa naissance se situe en 941 de l'Hégire, 1534 de l'ère commune à Tsamgrout, oasis du Dra, située sur la rive gauche de la rivière, dans une fertile vallée au débouché des routes commerciales caravanières. Ali Tsamgrouti a grandi dans une maison de science et de piété, ayant des liens avec la famille régnante saadienne, également originaire du Dra. Son père n'est autre que le cheikh Mohammed al-Bakri et son frère aîné Mohammed ben Mohammed, envoyé lui aussi par le saadien Abdullah al-Ghalib comme émissaire à Constantinople en 1580 auprès du sultan Sélim II, avant de devenir précepteur des princes saadiens à Fès et imam de la mosquée du Meshwar. Pour sa part, après avoir étudié dans la zaouïa de son père et reçu sa formation auprès des maîtres de sa région natale, Ali Tsamgrouti s'est consacré à l'enseignement dans la zaouïa familiale. Alors qu'il vaquait à ses occupations studieuses dans sa contrée natale, il reçoit une convocation du sultan à Fès. Il quitte alors Tsamgrout en 1588 en direction du palais royal en passant par Sigilmès. Lorsqu'il se présente devant le sultan, celui-ci lui confie une mission diplomatique de la plus haute importance. Elle consiste en une ambassade auprès du sultan ottoman Mourad III afin de lui transmettre un message royal accompagné de présents comme le veulent les usages. L'Empire ottoman formait alors une puissance dont l'influence couvrait la péninsule arabique, l'Égypte, l'Irak, sans oublier le Maghreb, en dehors du royaume du Maroc. L'État marocain n'était pas en reste. Sous le règne du sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahbi, il était à son apogée politique, formant un grand empire s'étendant jusqu'au Soudan, avec Marrakech comme capitale. Depuis l'incommensurable prestige gagné par la victoire éclatante à la bataille d'Oued el-Makhazin, dite bataille des Trois Rois, ajoutée à d'autres victoires, un nouveau cycle de relations était entamé entre les Ottomans et le nouveau sultan du Maroc, qui prêchait en son nom propre, en se parant de l'aura califale et en accent sur l'ascendance chérifienne. Il semble que cet état de fait ait gêné aux entournures le pouvoir ottoman, dont l'ambassade, venue présenter les félicitations après la victoire de la bataille d'Oued el-Makhazin avec son modeste cadeau, avait été reçue de manière tiède par le sultan. Pour compliquer les choses, le bey larbé de la régence d'Alger, Hassan Veneziano, poursuivait Al-Mansour de sa vindicte et finit de remonter l'Ottoman et de le convaincre de préparer une attaque terrestre depuis la régence d'Alger. Mais Al-Mansour est prévenu par les Anglais. Il renforce les défenses du pays. Parallèlement, comme voie de conciliation, il envoie une ambassade chargée de présents au sultan ottoman, menée avec succès par ses émissaires Ahmed al-Amrani et Ahmed al-Houzali, suivis en 1582 des ambassades d'Ash-Shatibi et d'Ash-Shadmi. La mission de Ali Tsamgrouti s'inscrit sans doute dans ce même sillage, visant à affirmer la position du Maroc vis-à-vis de l'Empire ottoman tout en renforçant son indépendance. Parmi les motifs de l'ambassade du Tsamgrouti, en plus de consolider les liens d'amitié, Dr Qadaddin ajoute le désir du souverain Al-Mansour de remporter l'alliance des Ottomans contre le danger espagnol imminent et de se consacrer à ses projets de conquête dans le sud. Cela ressort clairement, dit-il, de sa lettre des habitants de Sousse, dans laquelle il affirme l'importance de l'unité de la parole de l'islam par ce traité qui doit être conclu entre les deux États et ratifié entre les deux royaumes. À partir de Fès, Tsamgrouti prend la route vers Tétouan et de là, il emprunte la voie maritime. Il embarque sur un navire qui fera escale dans de nombreux ports et villes côtières du Maghreb jusqu'à Tripoli avant de traverser en ligne droite la mer Méditerranée pour atteindre le port de Constantinople le 25 novembre 1589. Après un séjour prolongé de 8 mois, il entame le voyage de retour en faisant escale dans les mêmes ports et revient à travers le même itinéraire jusqu'à Tétouan puis à Marrakech. C'est dans cette même ville que Ali ben Mohammed at-Tsamgrouti devait trouver la mort en 1003 de l'Hégire, 1594 de l'ère commune, pour être enterré au cimetière du célèbre juriste et théologien devenu un des 7 saints de Marrakech, Al-Qadi Ayad.
Après son retour de la mission confiée par le sultan Ahmed al-Mansour al-Dahbi, Ali Tzamgrouti a rédigé à Tzamgrout même une relation de voyage célèbre chez les spécialistes du genre. C'est que le thème du voyage, source inépuisable de découvertes, a donné naissance au Moyen-Âge à un genre littéraire à part entière, devenu populaire dans la littérature classique sous le nom générique de Rihla, inspirant à la fois la géographie et la cartographie, la science et les belles lettres. La Rihla livre ainsi les expériences humaines inhérentes au long voyage. Elle décrit les climats et les reliefs traversés, détaille les mœurs et les traditions des populations rencontrées, évoque les caractéristiques sociales, économiques ou politiques et prodigue des conseils ou éclairages comme dans une sorte de guide touristique avant l'heure. Concernant cette rihla précisément, nous n'y trouvons aucune mention relative aux motifs du voyage ni à ses arrière-plans politiques. Par ailleurs, la grande discrétion reste le maître mot concernant la réception accordée à Constantinople. Notre érudit et diplomate précise juste brièvement que l'objectif est de porter des lettres et des cadeaux à l'Ottoman Mourad III. Impossible de ne pas décrire la somptueuse Constantinople, les cérémonies de réception au palais, l'impressionnant port. Tzamgrouti consigne aussi l'essentiel de ce qu'il a observé en termes de paysages, d'architecture, d'événements et d'informations concernant les étapes de son voyage avec des informations culturelles, scientifiques, littéraires ou économiques. Il ne manque pas non plus de relater les faits politiques, l'état d'esprit des populations, les États traversés sous tutelle de l'Empire ottoman, en rapportant certaines paroles de personnalités rencontrées. Il affirme en ce sens avoir vu parmi eux des choses étonnantes et incroyables, soit leur grande nostalgie et leur désir ardent de goûter ce qu'avaient les habitants du Maroc en termes de confort, de justice, de douceur et de prospérité, et de retrouver la gouvernance de ceux qu'ils désignent nos honorables seigneurs Chorfa, en référence au sultan saadien. Par Dieu, dit-il, ceux avec qui nous avons parlé, parmi les meilleurs habitants de Tunis et les notables d'Égypte que nous avons rencontrés à Constantinople, pleuraient de tout leur cœur, versaient des larmes et souhaitaient trouver un moyen de s'installer au Maroc et de s'y établir, qu'ils l'achèteraient avec tout ce que le monde contient. Enfin, en tant que natif d'Exour et des oasis de la vallée du Dra, Ali Tzamgrouti a été impressionné par son périple en mer dont il a évoqué longuement les dangers. Cette relation de voyage a été publiée et annotée par les soins des chercheurs marocains Abdelatif Achadili en 2002 et Mohamed As-Salhi en 2005. Elle a également été traduite en français et annotée par l'explorateur et cartographe français Henri de Castries. Malgré son caractère réservé, elle reste un document d'une grande importance autour de 2 sultans et de 2 royaumes d'envergure et une source non négligeable pour connaître les événements politiques, économiques, culturels et sociaux de cette époque et pour naviguer dans la complexité de la situation géopolitique de l'époque.